Donc on voit bien ici que les acteurs politiques consolident le mythe, puisqu'ils vont taxer parfois de communautaristes ce qui peut apparaître comme des revendications identitaires qui font sens pour les personnes. Et enfin, pour aller vite là-dessus, les acteurs politiques se servent du mythe pour justifier des mesures répressives, en tout cas plus répressives aujourd'hui que préventives, et ça nourrit aussi le regard des forces de l'ordre sur ces quartiers. Sébastien Rocher et d'autres, il y a aussi Montjardet et d'autres, qui nous ont montré finalement combien être un policier dans une cité HLM, mais c'est pareil pour les journalistes, c'est dégradant, puisqu'on va parmi effectivement l'ali de la population, parmi ceux qui sont au plus bas de l'échelle de prestige social, et finalement il y a une hiérarchie. Celui qui est policier au sein d'une cité HLM, symboliquement, il n'est pas du tout au-dessus de la hiérarchie policière. C'est quelqu'un qui est un peu relégué là où il ne faudrait pas être. Au niveau des journalistes, c'est la même chose. Il n'y a pas de service journalistique spécialisé dans les banlieues HLM, simplement parce que personne ne veut y aller, parce que ce n'est pas gratifiant sur le plan identitaire. Troisième point, après les médias, le monde politique, troisième point, l'utilisation du mythe par les classes moyennes. Ici, je vais aller vite, mais finalement, le mythe n'apparaît jamais aussi saillant qu'au moment où les classes moyennes s'en servent pour mettre à distance ceux qui ne sont pas si loin de... Et Jacques Donzelot et d'autres nous ont bien montré finalement, et nous-mêmes dans nos recherches, on voit bien que les classes moyennes populaires, qui habitent dans le périurbain, dans les quartiers pavillonnaires, se servent du mythe pour se distinguer finalement de ceux... desquels on n'est pas trop loin, et de logements sociaux où on aurait pu rester toute notre vie si on ne s'était pas endetté 30 ans pour acheter un pavillon de banlieue. Et on voit que le mythe, là, ici, opère, et finalement ceux des cités HLM, et notamment les jeunes des cités, ont une formidable utilité identitaire. Utilité identitaire pour les pavillonnaires qui mettent à distance ceux qui sont un peu plus pauvres que dans l'échelle de prestige social, dans l'échelle symbolique au niveau de la société. Ce que nous dit Donzelot, l'heure était à la construction dans nombre de quartiers pavillonnaires d'un entre-soi protecteur. Effectivement, on ne cherche plus du tout à s'ouvrir sur ces sites HLM. À Nancy, où on est servi, il y a beaucoup de quartiers pavillonnaires qui jouxtent des ensembles d'habitat social. Et on voit très très bien ça. On connaît tous ces haies de tuyas de 2,50 m de haut. À Nancy, il y a même des palissades en bois maintenant extraordinaires pour séparer les quartiers pavillonnaires de ces sites HLM. Ça en dit long, effectivement, sur la menace que représenteraient ces quartiers. Et ce que nous disent des auteurs comme Rifkin, comme Charme et bien d'autres, c'est que finalement, habiter dans un quartier pavillonnaire, ça vaut ticket d'entrée, c'est entrer dans une logique de club. Être dans un club, finalement, c'est pas être avec les autres, avec ceux indésirables, avec ces jeunes des cités, avec ces populations censées être homogènes et censées être animées par des volontés maléfiques. Et enfin, quatrième point, l'utilisation du mythe par les habitants eux-mêmes de ces cités HLM mythifiées. Ici, je vais prendre notamment l'exemple des jeunes et aussi des gardiens d'immeubles, parce que moi j'ai fait ma thèse sur les gardiens concierges en HLM. Mais le mythe est utilisé par les populations HLM, les populations qui vivent dans ces grands ensembles HLM. Nous, on le sait bien, il n'y a pas si longtemps, on était dans une banlieue, un quartier d'habitat social à la périphérie de Nancy, et on va au 4e étage de cette petite barre. Puis on nous dit vous avez vu les cassos d'en dessous, vous y êtes allés? Bah oui, on vient de chez eux. Et vous allez en bas au 3e étage, vous venez des cassos du dessus. C'est tout le temps comme ça, on est tout le temps les cassos des autres. Ça veut dire quoi? Qu'on utilise effectivement le mythe pour salir l'autre. Pourquoi? Parce que quand on vit dans un espace social où finalement on a tous la même identité de sort, on est tous plus ou moins logés à la même enseigne, on essaie très humainement d'être un peu plus riche que l'autre dans l'échelle de prestige social, à défaut de pouvoir l'être dans l'échelle économique, et on cherche effectivement à avoir un peu plus d'attributs identitaires positifs que les voisins du bas. Donc on se sert de ce mythe, il y a une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que le quartier dans lequel c'est un quartier pourri, où finalement il y a des cassos, puis en même temps, on sait bien, on connaît bien cette ambivalence. C'est vrai chez beaucoup de locataires, c'est vrai aussi chez les jeunes que nous on a rencontrés, que Didier Lapeyronie a bien aussi interviewé avec Laurent Courtois dans son bouquin Ghetto urbain. C'est vrai qu'il y a une formidable ambivalence, parce qu'à la fois il y a une attirance pour le quartier, c'est notre quartier, puis un formidable rejet. Il y a une ambivalence très forte, un tiraillement identitaire, des fois un dualisme chez les jeunes qui gratine sérieusement l'estime de soi et qui aboutit à des comportements qui ne semblent pas très rationnels. Parfois, il faut aller loin pour comprendre comment le quartier peut faire sens, ou tout du moins un morceau de quartier, que dis-je, un bout de quartier, allez, une entrée, des fois un palier. Le mot quartier, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on s'aperçoit qu'il y a
la définition politique, administrative du quartier, et que pour les habitants, c'est une entrée, c'est un bout d'immeuble, c'est un coin de rue, c'est un nom d'immeuble qui fait sens. Et on voit bien qu'effectivement, là, ils se stabilisent, ils construisent leur représentation du monde à partir de cet ancrage territorial. Alors là, il y a plein d'écrits là-dessus. Hein. Albax, par exemple, a très bien montré que le spatial laisse la représentation du monde, la structure, etc. Et en même temps, il y a un formidable rejet de ce quartier qui est pourri, ce quartier où finalement, on n'a pas beaucoup d'avenir. Voilà, pour aller vite, j'espère que je ne suis pas allé trop vite là-dessus, mais comment le mythe aujourd'hui est utilisé, comment il est travaillé socialement et comment il travaille à son tour le social, et donc comment il existe aujourd'hui, comment il se renforce. On voudrait simplement, pour terminer, c'est Jean-Marc Stébé qui va le faire, on va faire un petit point autour de la notion de ghetto, très rapidement. Oui, aujourd'hui, c'est notre propos conclusif de notre intervention. Il existe une controverse autour de la notion de cité-ghetto. Effectivement, aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas forcément tous du même avis pour dire aujourd'hui, en France, il y a des cités-ghettos. Voilà, c'est un peu la question sur laquelle on s'interroge. Il faut bien voir que la ville aujourd'hui, c'est une vaste scène sur laquelle se heurtent différentes cultures qui ne sont pas des cultures homogènes. Et quand on qualifie les banlieues de cités-ghetto, vous voyez bien qu'on a tendance à homogénéiser, comme vient de dire Hervé, à naturaliser un petit peu, à caractériser les cités-ghettos comme des lieux défavorisés où il y a des jeunes, de la violence, etc. La ville aujourd'hui, et vous le savez bien, avec la mondialisation, la globalisation de l'économie, c'est une vaste scène sur laquelle se diffusent, bougent différentes personnes. C'est un ensemble de citadins qui n'appartiennent pas qu'à un seul monde, qui ont différents mondes culturels. Ils fréquentent de multiples univers sociaux dans leur vie quotidienne. Et même les plus pauvres, ils ne fréquentent pas qu'un seul monde. Alors, bien évidemment, les catégories les plus aisées, les catégories que l'on appelle l'élite, disons, cinétique, celle qui bouge et qui fréquente les aéroports, etc. Mais aussi l'élite, les personnes les plus défavorisées n'ont pas qu'un seul monde. Ils ont plusieurs univers sociaux sur lesquels ils construisent leur identité. Hein. Et donc, la mobilité est de plus en plus croissante, même celle qui vit au haut du Lièvre à Nancy ou celles qui vivent à la Courneuve ou à Saint-Denis, elles bougent. Elles vont, celles de Nanterre, elles prennent le RER A et le samedi soir, elles vont faire les 100 pas et lécher les vitrines des Champs-Élysées et vont se scotcher devant la boutique Weston et se dire oh, si j'avais de l'argent, je pourrais m'acheter une belle paire de pompes Weston ou je pourrais aller chez Boss, etc., etc. Donc, ce que l'on veut montrer, c'est que la ville est une ville de mobilité, en fait, et même chez les plus pauvres. Et donc, on pourrait penser, en parlant de mythe de cité-ghetto, qu'il y a une sorte d'homogénéité dans la ville. Il y a les quartiers pauvres, il y a les quartiers riches, etc. Et en fait, Pretzeil, Edmond Pretzeil, qui travaille à Sciences Politiques, nous montre à travers une étude de la ville de Paris que, en fait, il n'y a pas véritablement de quartier homogène. Il y a plutôt un mélange de catégories sociales dans les différents quartiers de Paris. Alors il prend Paris, effectivement, c'est un exemple parmi un peu idéal typique peut-être, mais un peu particulier quand même. Il n'a pas pris la totalité de l'Île-de-France. Et peut-être que là, on verrait peut-être autre chose apparaître si on voyait l'Île-de-France. C'est peut-être la critique qu'on peut faire à l'étude de Pretzeil. Mais il n'empêche que l'on a plutôt un continuum qui va des catégories les plus défavorisées aux catégories les plus aisées. Donc des territoires les plus aisés aux territoires les plus défavorisés. Et là où il y a le plus de ségrégation, vous savez où c'est ?
c'est surtout dans les quartiers riches. C'est pas dans les quartiers pauvres. C'est dans les quartiers riches. Ne l'oublions jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons, c'est Pretzey qui le montre à travers des études statistiques de l'INSEE. Hein, c'est pas des statistiques faites par... donc c'est à partir de grands nombres. Hein, voilà. Donc la ségrégation, les quartiers les plus homogènes, c'est dans les quartiers les plus... C'est à Neuilly ou dans le Triangle d'Or ou dans certaines parties du 16e arrondissement. Ou de Versailles. Donc, on a cette ville qui est une ville homogène et donc on ne peut pas peut-être parler forcément de cité-ghetto de façon précise. Alors c'est pour cette raison que nous on parle de phénomène de ghettoisation avec Hervé. On a un peu on a botté en touche, vous allez nous dire, bon, mais on préfère dire qu'il y a des phénomènes de ghettoisation par le haut et par le bas. Ça, c'est la thèse que l'on défend, alors qui est de plus en plus maintenant répandue par un certain nombre de nos collègues sociologues. Nous ne sommes pas les seuls à défendre cette thèse-là, mais dire qu'il y a des phénomènes de ghetto, il y a des cités-ghettos, on pourrait dire, à Neuilly, dans une partie du 16e, à Versailles, dans certains quartiers de Paris ou de certaines communes du 92. Moi qui habite le Valois-Perret, ça s'embourgeoise très, très rapidement le Valois-Perret. Il y a des parties de le Valois-Perret qui sont, que l'on pourrait dire, des cités-ghettos par le haut. Hein, donc des cités de ghettos de riches. Et donc on a à l'opposé des cités-ghettos de pauvres. Donc on a plutôt des phénomènes de ghettoisation qui s'opèrent par aussi, et je terminerai là-dessus, par deux phénomènes. Le phénomène des gated communities, donc dans le pavillonnaire banlieusard où on a de plus en plus de lotissements fermés, aisés, et puis par le phénomène de la gentrification. Phénomène de la gentrification, là on est en plein milieu de la gentrification ici, dans le quartier dans lequel on est aujourd'hui. Il se gentrifie, on traversait à midi, on voit les anciennes usines qui se transforment, juste à côté les nouveaux immeubles, vous avez vu un petit peu, qui sont encore en chantier, mais là on est en pleine